Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on part d'une expression qui a de quoi surprendre, une expression qui revient dans le discours de l'administration américaine et notamment de Donald Trump en ce début 2026. L'idée serait de, je cite, gérer le Venezuela. Oui, le mot est très fort, gérer. C'est ça. On ne parle pas d'envahir ni même d'aider, on parle de gérer, un peu comme un actif ou un problème à contenir. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est toute la question. Pour y voir plus clair, on a posé plusieurs documents sur la table. Il y a bien sûr cette analyse du laboratoire d'analyse des discours contemporains, mais aussi un papier de recherche sur l'histoire de la politique américaine là-bas, une note stratégique très, très pragmatique de fin 2025, un rapport de l'ONU sur l'impact des sanctions. Et une analyse juridique aussi, qui est importante. L'objectif, c'est vraiment de décortiquer la mécanique, de voir comment, sans intervention militaire, on peut mettre en place ce qu'une de nos sources appelle une tutelle informelle. Une tutelle informelle, le mot est lâché. Et pour comprendre ça, il faut remonter loin en arrière, c'est ça? Oui, on est obligé. Pour comprendre 2026, il faut revenir en 1823, à la doctrine Monroe. Ah oui, le grand classique. L'acte de naissance, en quelque sorte, de la politique étrangère américaine. Exactement. L'idée de base, c'était simple, l'Amérique aux Américains. Officiellement, il s'agissait d'interdire toute nouvelle colonisation européenne. Mais ça posait surtout une règle du jeu. Pas d'ingérence européenne chez nous, et en retour, pas d'ingérence américaine chez vous en Europe. Ça dessine une sorte de précaré, en fait. Voilà, une sphère d'influence exclusive. Mais la question que vous posiez tout à l'heure est la bonne. Est-ce qu'ils en avaient les moyens à l'époque? Ben non. Au début, c'était un peu du bluff. La jeune nation américaine n'avait pas la marine pour imposer quoi que ce soit. Le meilleur exemple, c'est que dans les années 1840, c'est la Royal Navy britannique qui impose la création de l'Uruguay comme État tampon entre le Brésil et l'Argentine, pas les États-Unis. D'accord, donc la doctrine est là, mais le muscle n'y est pas encore. Et quand est-ce que ça change? Ça change vraiment à la fin du 19e siècle. Les États-Unis deviennent une puissance industrielle, navale, et le cas qui fait jurisprudence, c'est un conflit de frontières en 1895. Impliquant le Venezuela, je parie. Déjà, le Venezuela. Exactement, entre le Venezuela et la Guyane britannique, Washington propose sa médiation et là, surprise, Londres accepte. La première puissance mondiale de l'époque qui accepte l'arbitrage américain. C'était une reconnaissance de fait. Le patron dans la région, c'est Washington. Et c'est là qu'arrive Theodore Roosevelt et sa fameuse diplomatie du gros bâton. On y est. Le corollaire Roosevelt de 1904. C'est la doctrine Monroe sous stéroïdes, si vous voulez. L'argument était presque paternaliste. Comment ça? Des pays comme la République dominicaine croulaient sous les dettes envers des banques européennes. Les Européens menaçaient d'envoyer les canonnières pour se faire rembourser. Roosevelt a dit en substance « Non, nous sommes les seuls à avoir le droit d'intervenir. On sera les gendarmes de l'hémisphère. » Les gendarmes. Pour protéger les pays de la région des Européens, c'est ça l'idée de départ. C'est le discours officiel. Mais en Amérique latine, personne n'a été dupe. Ça a été perçu pour ce que c'était, un chèque en blanc pour l'interventionnisme américain. Et ça a ouvert la porte à des décennies d'interventions militaires directes. Cuba, Haïti, Nicaragua, la liste est longue. Et en parallèle de ça, il y avait cette idée de destinée manifeste. Oui, cette idée quasi mystique que la civilisation anglo-saxonne avait pour mission de s'étendre. C'est ça qui a justifié la guerre contre le Mexique. On voit bien comment se construit cette notion d'arrière-cour, un espace que les États-Unis estiment avoir le droit de contrôler. Bon, le décor historique est planté. Mais on n'en est plus là aujourd'hui. Les méthodes ont dû évoluer. Bien sûr, il y a eu des moments de détente. Franklin Roosevelt, dans les années 30, a lancé la politique de bon voisinage. On abandonne le gros bâton, on privilégie le dialogue, on crée l'Organisation des États américains. Mais ça n'a pas tenu, j'imagine. La guerre froide a du tout balayé. La guerre froide a tout changé. L'interventionnisme est revenu en force, mais avec une nouvelle justification, la lutte contre le communisme. Et les méthodes sont devenues plus Indirecte. clandestines. Voilà. Ce n'est plus l'armée qui débarque, c'est la CIA qui soutient des coups d'État. On pense au Guatemala en 1954 pour protéger les intérêts de la United Fruit Company, ou au Chili en 1973 contre Salvador Allende. C'est fascinant de voir comment la justification s'adapte à chaque époque. Mais le principe de base ne bouge pas. C'est la grande continuité. Aujourd'hui encore, les deux piliers sont là. 1. Refuser l'influence de toute puissance rivale dans la région, que ce soit la Chine ou la Russie. Et 2. Conserver le droit d'intervenir si les intérêts américains sont menacés. Et alors, revenons à 2026. Comment ça se traduit concrètement sur le terrain au Venezuela? Comment fonctionne cette fameuse gestion?
C'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Nos sources décrivent une stratégie en 3 volets. 3 mécanismes qui, ensemble, créent cette tutelle informelle. Le premier, c'est le levier économique. L'idée, c'est de contrôler les flux. Un étranglement financier, en gros. C'est exactement ça. Mais ce n'est pas présenté comme un acte de guerre, c'est présenté comme de la discipline de marché. L'arme absolue pour ça, c'est le pouvoir extraterritorial du dollar. Attendez, ça, il faut qu'on explique simplement. Qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui n'est pas économiste? Ça veut dire que presque tout le commerce mondial passe, à un moment ou un autre, par le système bancaire américain. Donc Washington a une sorte d'interrupteur. Ils peuvent décider de vous couper l'accès à vos propres dollars, de vous empêcher de vendre votre pétrole, et ils peuvent punir n'importe quelle entreprise dans le monde qui commercerait avec vous. C'est une arme d'une puissance redoutable. Absolument. Et dans le cas du Venezuela, depuis 2015, une série de décrets ont gelé les actifs du pays et ont surtout visé la compagnie pétrolière PDVSA, le poumon de l'économie. L'objectif est clair, que le pays ne puisse plus respirer financièrement sans l'autorisation de Washington. Et là, quand on lit le rapport de l'experte de l'ONU, Alena Douane, on sort de la géopolitique. Le coût humain est, elle dit, dévastateur. La disponibilité alimentaire a chuté de 73%, 2,5 millions de personnes en sécurité alimentaire grave. Le salaire moyen qui ne couvre que 2% du panier alimentaire, c'est... C'est terrible. Mais le pire, c'est l'impact sur la santé. 2,6 millions d'enfants sans vaccin. Et ce chiffre, 14 enfants décédés parce qu'ils n'ont pas pu recevoir de greffe à l'étranger. Le programme qui finançait ça, géré par Citco, la filiale américaine de PDVSA, a été gelé par les sanctions. C'est très dur à lire. Ça montre la violence de ce premier mécanisme. Le deuxième est plus subtil. C'est le levier politico-institutionnel. L'idée, ce n'est plus de gouverner directement, c'est d'arbitrer la légitimité. C'est-à-dire de décider qui est le vrai président. Précisément. Le cas d'école, c'est 2019. Les États-Unis, suivis par une 50aine de pays, décident de ne plus reconnaître Nicolás Maduro et de reconnaître à la place Juan Guaidó comme président par intérim. Sauf que Maduro tenait toujours le pays, l'armée, l'administration. Exactement. Et ça crée ce que notre source juridique appelle une semi-réalité juridique. C'est une situation complètement folle en fait. Un gouvernement qui contrôle le territoire et un autre qui est reconnu à l'étranger et qui peut réclamer les comptes en banque du pays. C'est une sorte de pays à 2 têtes. C'est une paralysie organisée. Et ce n'était pas que symbolique, hein. Les États-Unis ont versé 52 millions de dollars au gouvernement de Guaidó. L'analyse juridique qu'on a est très claire là-dessus. C'est une intervention illégale au regard du droit international. Mais politiquement, on habille ça en obligation morale de soutenir la démocratie. D'accord, donc on a l'économie, la politique. Quel est le 3e pilier de cette stratégie? Le 3e nous ramène à notre point de départ. C'est le levier géopolitique. L'idée, exclure les rivaux. On boucle la boucle, on revient à la doctrine Monroe. Le message est envoyé à Moscou, à Pékin, à Téhéran. La pression sur le Venezuela, ce n'est donc pas qu'une affaire bilatérale. C'est une façon de dire aux autres puissances « ne venez pas jouer dans notre cour ». C'est tout à fait ça. Et la note stratégique de fin 2025 le dit sans détour. La politique de pression maximale a eu un effet paradoxal. En chassant les entreprises occidentales, elle a créé un vide. Un vide qui a été vite rempli, j'imagine. Immédiatement. La Chine est devenue le principal créancier, avec plus de 60 milliards de dollars de prêts. La Russie a investi massivement dans le pétrole. Donc le déploiement militaire américain qu'on voit dans les Caraïbes, ce n'est pas pour préparer une invasion, c'est un signal envoyé à ses compétiteurs. D'ailleurs, cette même note explique bien qu'une invasion directe est très improbable. Il y a d'autres fronts, l'Ukraine, Gaza. Et puis, il y a une raison économique. C'est que les raffineries américaines du golfe du Mexique ont besoin du pétrole lourd vénézuélien. Il y a une interdépendance. Et surtout, il n'y a pas de consensus politique à Washington pour une guerre, ce qui rend la stratégie de gestion à distance encore plus pertinente. Puisque l'intervention directe est trop chère et trop risquée, on opte pour une pression de longue durée. Et quand on met ces 3 mécanismes ensemble, état de faiblesse contrôlé. Un état où il ne peut ni prospérer, ni vraiment nuire aux intérêts américains. C'est exactement l'idée. Le pays n'est ni conquis, ni pleinement souverain. Il est neutralisé. L'analyse juridique parle même d'un acte composite illégal. C'est-à-dire que si on prend chaque action séparément, on peut débattre.
Mais quand on les met tout ensemble, la manœuvre d'ingérence devient évidente. Et on comprend que ce mot gérer n'est pas du tout anodin. Ce n'est pas une simple formule. C'est la description presque clinique d'une stratégie de domination moderne qui évite les coups d'une guerre classique. Pour résumer, ce qu'on voit avec le Venezuela, c'est une illustration quasi parfaite de l'exercice de la puissance au XXIe siècle. Une stratégie qui s'ancre dans la vieille doctrine Monroe, mais qui s'exécute avec les armes d'aujourd'hui. La finance, le droit, la communication. Et tous ces documents, au fond, nous renvoient à une question finale, une question qui dépasse le Venezuela. Quand des mécanismes de gestion géopolitique comme cela provoquent une crise humanitaire de l'ampleur de celle que l'ONU a documentée, où est-ce qu'on place la frontière? La frontière entre une politique étrangère, même dure, et une forme de punition collective infligée à une population entière. Quelle est la responsabilité de la communauté internationale? C'est une question qui reste pour l'instant totalement ouverte.